port israélien d'Ashkelon, près de Tel Aviv. Il s'agit là d'un acte criminel et les fournitures de gaz vers Israël et vers la Jordanie sont temporairement suspendues. Alors cette attaque est-elle liée à la révolte populaire? On l'ignore, mais en tout cas la colère ne se calme pas. 12e jour déjà de manifestation. Toujours pas de démission du président Moubarak, mais du mouvement à la direction de son parti. Michel Hélas. Sur la place Tahrir, la révolution égyptienne est-elle encore debout? On chante, on danse, on lance des slogans, mais on sent aussi de la résignation. Moubarak va rester. L'armée semble en train de démanteler des barricades. On ne sait trop si les manifestants restent pour continuer à réclamer le départ de Moubarak ou s'ils sont désormais piégés sur cette place. Je suis crasseux, mais j'ai peur de quitter la place et d'être pris par la police. Ils font pression sur les gens pour qu'ils reconnaissent leur défaite. Ils ne veulent pas plier devant les manifestants. Ici, sur la place, ils contrôlent le pain, le pétrole. Ils ferment les échoppes de nourriture pour étrangler le peuple et le pousser à abandonner sa lutte. Cette nuit, la place est toujours occupée par les opposants à Moubarak, mais cette occupation peut-elle encore durer longtemps? Hosni Moubarak, lui, veut se maintenir au pouvoir. Il a présidé ce matin un conseil des ministres restreint. Aujourd'hui, le bureau exécutif du parti au pouvoir a démissionné, y compris le fils du président. Mais tout ça n'est que de la poudre aux yeux pour les manifestants, même si c'est le signe d'un nouveau rapport de force en faveur de l'armée au sein du régime. Isabelle Heusen, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes rentrée hier soir après une semaine passée au Caire dans de difficiles conditions de travail. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, un petit mot sur ces changements au sein de la direction du parti du président égyptien. Cela a vraiment de quoi calmer les esprits ? Ça, je crois vraiment pas. Hein. C'est pas ce que réclament les manifestants, c'est le départ de Moubarak. Mais moi, je crois que ce genre de message, c'est pas adressé vraiment aux manifestants. C'est plutôt adressé aux gens qui restent chez eux, qui ne vont pas manifester, qui ne sont pas pour autant nécessairement hostiles à ce mouvement. Et c'est un message de pouvoir à ces gens-là qui leur dit, vous voyez, nous, on fait des efforts, on fait des concessions, mais eux, ces manifestants, ils ne bougent pas, ils restent toujours sur place. D'ailleurs, ce matin, j'ai eu une jeune femme qui allait hier justement à la manifestation et qui disait qu'en y allant, elle a rencontré des passants qui lui disaient « Mais pourquoi vous allez encore manifester? Nous, ce qu'on veut, c'est retourner travailler. On veut que nos salaires soient à nouveau versés, ce qui n'est plus le cas pour le moment. » Et donc, il y a là une tentative un peu de diviser la société. Est-ce que ça va marcher ou bien pas? Je ne sais pas. En tout cas, il faudra attendre le prochain appel à la manifestation pour voir si, du coup, ça affaiblit un peu le mouvement. Alors, parlons justement des manifestants. Pendant 7 jours, vous êtes allés à leur rencontre, mais ces derniers temps, impossible de travailler correctement. Oui, ça devenait vraiment de plus en plus difficile. C'était très dangereux de vouloir un peu sortir du centre tellement il y avait des barrages tenus par des gens dont on ne savait pas vraiment qui c'était. Donc ça nous empêchait d'aller voir un peu à l'extérieur ce qui se passait. Donc on ne pouvait plus rester qu'autour de la place El Tahrir. Et encore, il ne fallait pas que les alentours de la place El Tahrir soient envahis par les pro-Moubarak. Oui, c'est vrai que beaucoup de vos confrères, de nos confrères ont des témoignages similaires, voire plus graves encore. On ne compte plus les agressions, les arrestations arbitraires. Voyez ce reportage de Pascal Bustamante. Aéroport de Roissy, hier après-midi. Les résidents français en Égypte qui ont choisi de rallier l'Hexagone sont aux arrivées. Parmi eux, ce journaliste français. Il a lui aussi été agressé alors qu'il tentait de couvrir les événements. J'ai voulu faire un tour du côté des partisans pro-Moubarak, par souci d'objectivité. Et voilà donc ce qui reste de la chemise que je portais à ce moment-là. Et ensuite, c'est 36 heures de tabassage, d'humiliation. Ce journaliste, comme de nombreux confrères, a été arrêté par des militaires et détenu pendant presque 2 jours. Sur le terrain, c'est essentiellement dans les manifestations pro-Moubarak que les agressions de journalistes étaient les plus violentes. Des violences suivies souvent de difficultés avec les autorités. Après avoir été interrogé par les services de renseignement, il nous a été ordonné de tout effacer. Le régime de Moubarak ne souhaite vraiment pas que l'on sache ce qui se passe ici. Seule alternative, filmer depuis des positions élevées. Sur la seule crise égyptienne, l'ONG Reporters sans frontières a recensé pas moins de 26 cas d'agression de journalistes, 4 cas de matériel confisqué et pas moins de 19 arrestations arbitraires. Une attitude des autorités égyptiennes à l'égard de la presse qui ne doit rien au hasard. Le régime Moubarak tient en effet les médias responsables de l'ampleur des manifestations.
Oui, alors Isabelle, il faut le dire, ces difficultés, ces pressions, il n'y a pas que les journalistes qui les subissent. Non, je voudrais quand même qu'on dise un petit mot de ce que dans notre jargon on appelle les fixeurs, c'est-à-dire ce sont des personnes du pays, des Égyptiens, qui à la fois nous permettent de traduire et d'être en contact avec des gens qui ne parlent pas l'anglais ou le français, et qui nous mettent en contact donc avec beaucoup de gens. Eh bien, eux, par exemple, quand on se faisait prendre par des pro-Moubarak, ces pro-Moubarak s'en prenaient d'abord à ces gens-là, à ces Égyptiens, en les traitant de traîtres, en leur disant c'est à cause de vous qu'il y a une mauvaise image de notre pays pour le moment à l'étranger. Alors je sais que nous, à un certain moment, nous journalistes, on rentre dans notre pays, mais eux, ils restent là. Oui, contraste par contre pour les équipes de la télévision d'État. Là, tout se passait plutôt bien. Oui, mais il faut dire aussi que c'est une télévision qui ne retransmet vraiment que très partiellement la réalité de ce qui se passe. Elle se contente surtout de donner les déclarations faites par le pouvoir, faites par le gouvernement. On n'entend pas les manifestants anti-Moubarak. Et donc, c'est une télévision qui donne une autre image, un peu tronquée, évidemment, de la réalité. Mais il faut savoir que c'est quand même par là que l'essentiel des Égyptiens sont aussi informés. Mais je voudrais pas qu'on mette tous les gens de cette télévision d'État dans le même sac, parce qu'il y a 2 jours, une journaliste présentatrice depuis 20 ans dans cette télévision a démissionné en disant qu'elle n'en pouvait plus de relayer cette propagande d'État, et c'est vraiment un acte courageux parce qu'on ne sait vraiment pas comment la situation va évoluer. Merci beaucoup Isabelle. Et on parle beaucoup de la contagion, de la colère populaire dans le monde arabe. Pour preuve encore, ces images de manifestations à Bagdad. Les Irakiens dénoncent des inégalités sociales, accusent le gouvernement de ne pas subvenir aux besoins de base de la population. Et en réponse, le Premier ministre irakien s'est engagé à réduire de moitié son salaire et surtout à ne pas briguer un 3e mandat. Situation politique tendue aussi en Italie. Le chef du gouvernement Silvio Berlusconi est toujours sur la sellette. Ce samedi, nouvelle manifestation pour sa démission. Et cette fois, ce sont des intellectuels qui battaient le pavé à Rome. Reportage de notre correspondante Valérie Dupont. Pour le monde entier, Roberto Saviano est l'écrivain anti-mafia, l'écrivain courageux. Il est maintenant le symbole d'une Italie qui se rebelle. Il pense que la démocratie italienne est prise en otage et qu'il faut agir. La célèbre phrase de Don Milani me plaît beaucoup. À quoi cela sert-il d'avoir les mains propres si c'est pour les garder en poche, non? Courageux Saviano, car ses livres sont édités par la maison d'édition de la famille Berlusconi. Une famille qui n'apprécie pas quand l'écrivain critique le Cavaliere face à 15 000 personnes. Aujourd'hui en Italie, qui s'expose publiquement et ose critiquer les actions du gouvernement sait qu'il payera un prix très élevé. Il sera couvert de boue, calomnié, diffamé. Mais Roberto Saviano n'est pas le seul à demander la démission de Berlusconi. Journalistes, philosophes, écrivains, artistes, ils ont finalement décidé d'utiliser leur image médiatique pour défendre la dignité des Italiens. Il était temps que les intellectuels se réveillent et qu'ils lancent un mouvement de renouveau dans ce pays qui le mérite. L'écrivain Umberto Eco est un de ceux qui n'a jamais cessé de critiquer le Cavaliere, mais il sait très bien que ses articles et ses livres ne font pas toujours le poids. Un soutien-gorge qui tombe fait plus de bruit que des articles de fond. Mais finalement, aujourd'hui, tout le monde saura qu'en Italie, il y en a aussi qui disent non. Malgré le soutien des milliers d'Italiens à cet appel des intellectuels, Silvio Berlusconi a déjà répondu. Il ne démissionnera pas. J'espère que cet appel à la démission atteindra au moins les Italiens qui ont encore des doutes. Car même si le Cavaliere refuse de partir, l'espoir que les électeurs de Silvio Berlusconi aient un sursaut de dignité en cas de nouvelles élections existe encore. Autre manifestation, autre revendication, entre 50 et 70 000 Serbes sont descendus dans les rues de la capitale, Belgrade. Ils réclament des législatives anticipées et comme dans le monde arabe, ils dénoncent la situation économique du pays, frappé par le chômage et l'inflation, alors que le revenu moyen ne dépasse pas 390 €. C'est l'opposition qui a lancé ce mouvement de grogne le plus important depuis l'arrivée au pouvoir de la coalition pro-européenne.